Adamus. Bonjour Monsieur Adamus. Vous êtes aujourd'hui nous parler de Raspberry Pi. Merci d'être là. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu le produit en question? Alors, Eric Adamus, je suis dans la pédagogie et ingénieur de formation au secteur industrie à l'AFPA Normandie. Et je suis de formation, on va dire, électrotechnicien de puissance, automaticien, informaticien industriel. Et c'est pour ça que je suis tombé assez rapidement sur ce petit outil intéressant. C'est un produit donc qui est né en 2012. 2012, c'est né d'une fondation anglaise pour mettre dans les écoles, pour apprendre à des très très jeunes enfants, 6-8 ans, à commencer à travailler sur un petit ordinateur. Une version, donc, ce qu'on appelait le Raspberry Pi 1, donc c'est un petit outil qui permettait, selon une interface, on verra après, ici j'en ai un connecté un peu plus évolué, d'avoir un petit ordinateur à peu de frais. C'est un outil qui valait ce premier, il était au départ soi-disant vendu à 15 €, mais bon, en rajoutant quelques éléments, on était plutôt aux alentours d'une trentaine d'euros. Donc, on a été supplanté donc, en début d'année, en fin d'année dernière, j'ai plus exactement la date, par la version PI3. Donc PI3 qui là vraiment est très intéressante et qui permet carrément de se faire, si on récupère un écran comme j'ai là, et si on se récupère un clavier simple, même un clavier type USB, moi j'ai du sans fil là, d'avoir carrément un ordinateur. Donc une petite unité centrale dans une petite boîte, une alimentation type téléphone, un petit peu renforcée, et on a quelque chose que vous avez à l'écran, qui est donc un ordinateur Raspberry Pi. Cet ordinateur Raspberry Pi fonctionne, alors ça peut peut-être faire peur à certaines personnes, il fonctionne sous Linux. Bon. Mais alors je vous garantis quand même que vous avez une interface qui est très simplifiée. Cette interface très simplifiée vous permet, petit exemple, en bureautique, de charger par exemple un traitement de texte. Alors tous les logiciels que l'on va avoir là, ce sont des logiciels dits logiciels libres, mais surtout gratuits. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun logiciel sur cet appareil qui est piraté. Tout est gratuit, on le trouve sur Internet, soit c'est disponible à l'entrée, soit il faut les mettre en complément. Donc, la société française qui est chargée de le vendre, c'est la société QBI. Et entre autres, on peut trouver le Raspberry Pi en kit complet. Les gens qui ne sont pas techniciens, on achète la petite carte électronique. On a dedans, dans cette carte électronique, une carte micro SD, qui est la même carte que vous avez dans le téléphone, sauf qu'elle est configurée, préparée pour être mise dans le Raspberry Pi. On a une petite boîte, on a un adaptateur HDMI. Alors oui, à signaler tout de même que cet appareil fonctionne directement sur les nouvelles télés, donc sur les télé écrans plats qui disposent d'une prise, d'une connexion HDMI en haute définition. C'est-à-dire qu'il fonctionne ce que l'on appelle en Full HD, donc avec une qualité d'image qui est relativement intéressante et même en définition supérieure à certains de nos portables. Et puis donc, on a une petite alimentation et il y a un clavier. Le coût qui est 150 €. Même pas besoin de savoir utiliser Linux. Même pas. En aucun cas. Ben non, puisque vous avez une interface. Si vous regardez mon interface, l'interface, il n'y a pas de Linux là. On a la possibilité d'avoir ce qu'on appelle donc une navigation sur Internet. On a la possibilité d'avoir une messagerie, au même titre qu'on a une messagerie à la maison. Donc on configure son compte de messagerie. On envoie, on reçoit ses mails. On peut, alors en bureautique, faire, pour ceux qui connaissent sous Office, on a un outil qui s'appelle Access, une base de données. Là, vous avez LibreOffice Base. C'est l'équivalent. Vous avez LibreOffice Calc. Calc, je le lance, vous allez voir, voilà, lancer instantanément. C'est l'équivalent d'un Excel. Et il est compatible avec Excel, c'est-à-dire que je peux très bien reprendre des fichiers d'Excel pour les mettre dessus. Alors, peut-être que des fichiers avec Excel et une quantité de ce qu'on appelle de macros, d'automatisation et de programmation sur Excel importante, le système risque de tousser un petit peu. Mais pour les utilisations à 90%, qui sont des utilisations de base de feuilles de calcul, ça fonctionne très très bien. Vous avez, avec les graphiques et tout ce qui s'ensuit, bien entendu, hein, vous avez la possibilité d'avoir un logiciel de dessin qui s'appelle Draw. Vous avez la possibilité d'avoir ce qu'on appelle LibreOffice Impress. LibreOffice Impress, ben, c'est tout simplement notre PowerPoint qu'on a l'habitude d'appeler PowerPoint. Et ben, sous LibreOffice, ça s'appelle Impress.
Et il reprend tout à fait des, vous voyez, on retrouve avec les slides et on a la possibilité de, comme on l'a dans D'accord. PowerPoint, de mettre Et des... Pour certaines formations, alors, si on est sur des formations de techniciens, par exemple technicien en électronique ou automaticien, c'est un petit outil qui est capable de travailler avec ce que l'on appelle l'extérieur, le monde extérieur, donc ce qu'on appelle des entrées-sorties. Donc, vous allez trouver sur le site Raspberry des petites cartes que l'on peut rajouter sur la carte mère, que l'on en fiche, et là, on va pouvoir, à partir d'une programmation, donner et faire activer des éléments. Alors ces cartes-là, cette carte-là, vous voyez, il y a un tout petit souci, c'est la carte qui était prévue pour le premier modèle, avec un connecteur court, parce qu'elle ne s'enfile pas sur l'autre. Mais bon, on arrive à les adapter, et ces cartes-là permettent de simuler un petit automate, de simuler un petit automatisme, de simuler un feu, et d'apprendre les bases de la programmation. Il y a par ailleurs, sur la partie programmation de cet appareil, regardez la liste d'outils dont je dispose pour pouvoir travailler sur tout ce qu'on appelle programmation, proprement dit. Il y en a certains ici qui reconnaîtront ce qu'on appelle l'Arduino. Donc l'Arduino, c'est une petite maquette qui est bien connue de tous les automaticiens et qui permet de faire tout un tas de petites robotiques. Et à partir de là, moi, mes développements sur des petits outils tels que celui-là, qui sont des tout petits ordinateurs, ce qu'on appelle les objets Internet connectés, je travaille à partir de ça, à partir de cet environnement-là, et je le mets en liaison directe avec Raspberry Pi, et je télécharge mes programmes tout fait dedans. Donc, on peut aller assez loin. En formation proprement dit, d'une manière générale, les personnes, plutôt que d'essayer de voir par exemple des contenus de formation sur une tablette ou sur un téléphone, là on peut aussi avoir des documents. Vous connaissez tous les documents PDF, elle est tout à fait capable de lire des documents PDF. Je vais aller chercher un document PDF. Non, c'est pas ça. Je prends tiens, voilà. Alors, à signaler aussi, on verra dans le PowerPoint que vous avez fait, il y a donc effectivement la Fondation Raspberry, il y a des éléments, et il y a un journal qui est en anglais uniquement, qui s'appelle le MacPi, qui sort, qui est, on peut le payer, mais aussi on peut le télécharger en format PDF gratuitement, voilà. Donc voilà le MacPi, c'est le MacPi 0 sur le petit pays 0, c'est très petit. Je vous parlais tout à l'heure que c'était un système qui était utilisé dans certaines écoles, entre autres à partir de petits enfants. Il y a un outil qui est, je dirais, moyennement connu, un petit outil qui s'appelle Scratch, un petit renard. Et on ne va pas demander à des enfants de faire ce qu'on appelle de coder et de faire des lignes de code, comme on le fait en programmation. On va tout simplement demander aux enfants de choisir des éléments. Alors, je ne sais pas si on peut le voir facilement ou pas. On va choisir des éléments, par exemple, on va lui dire, on va prendre ici un élément, on va le déplacer là. Ça, c'est la page, on va dire, de programmation. Et puis, on va dire à notre petite Raspberry Pi, alors, je retrouve ici mes contrôles. Voilà. Donc, j'ai mis deux petites étapes ici, deux petits éléments. Et ces deux petits éléments, j'ai marqué quand le drapeau vert est pressé, avancer de 10 pas. Je presse sur mon petit drapeau vert ici. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va avancer, mon petit chat a avancé de 10 pas. On le voit assez mal, c'est dommage. On puisse faire un montage un peu plus. On le voit bien ou pas? Vous arrivez à. Comment ça se fait? c'est assez pixelisé. Mais ce que je comprends, c'est que c'est une forme d'interface d'initiation au code sans la technicité du code. C'est bien ça, Tout à fait, tout à fait. Ça apprend, je dirais, les réflexes, ça apprend la manière de dire. Alors, on est sur de la logique, bien entendu, logique informatique. Vous avez des éléments, par exemple, ici,
comme certaines boucles do, while ou des choses comme ça, répéter indéfiniment, par exemple. Ils ont tout simplement traduit ça par quelque chose de très simple. Donc c'est quelque chose, par exemple, répéter indéfiniment, avancer de 10 pas. Je le mets dedans, donc je vais démarrer avec temps pressé, et il va avancer tout le temps. Des jeux genre type tennis et compagnie, ce qu'on avait avant, qui sont faits à partir de ça. On peut aller assez loin. Et ce Scratch permet aussi, je vous ai dit tout à l'heure que sur ma petite carte, j'ai des connecteurs ici. Je peux, à partir de Scratch, modifier, alors soit avoir ce qu'on appelle donc des capteurs, j'ai une liste de capteurs, hein, soit éventuellement, alors je ne sais plus où ils sont, on peut travailler avec les éléments extérieurs. On peut faire du son aussi. On peut travailler avec les stylos. Enfin, c'est vraiment illimité, c'est pas le mot, mais c'est très très utilisé dans les écoles jusqu'à une dizaine d'années, voire pourquoi pas au-delà. Je sais qu'il y a des enfants en Angleterre qui ont développé des interfaces et des fonctionnements, entre autres avec des imprimantes 3D, et qui arrivent carrément à concevoir des objets. Sur ce site Framboise 314, qui était un peu une référence, vous allez trouver tout un tas d'éléments de base, voire même très avancés, de gens qui échangent et qui informent. Et l'auteur du site, François, je n'ai plus son nom, mais ça vaut le coup de le citer parce que c'est quelqu'un qui a bien œuvré dans le système. Je ne veux pas. François Mock. Donc François Mock est l'auteur de ce blog et de ce site, et il est très actif sur tout un tas d'éléments, et il va faire des publications. Il y a plein d'applications, il y a plein de possibilités. Vous pouvez prendre un petit Raspberry Pi comme ça pour en faire ce qu'on appelle donc un petit serveur multimédia. Le logiciel qu'on utilise s'appelle XBMC. On le trouve tout fait sur Internet, on le charge sur la petite carte, on le branche sur sa télévision, on a un lecteur audio, un lecteur vidéo, on enregistre les vidéos, enfin on peut faire plein de choses avec. Donc il y a plein d'applications aujourd'hui. C'est devenu vraiment un outil très riche, assez peu cher. Un kit complet, je vous rappelle, aux alentours de 150-160 euros. Maintenant, en se débrouillant bien, on arrive à les trouver beaucoup moins cher. Après, bon, c'est vrai qu'il faut faire des recherches un petit peu techniques. Au plus bas prix, j'ai dû le trouver à 41 euros, je crois, voire un peu moins. Une petite carte micro SD, ça vaut 5-6 euros. Une petite alimentation, 4 euros. Puis un petit boîtier de 3 euros. Clavier, écran, souris, ça se récupère. C'est des choses qui sont maintenant ultra courantes, qu'on trouve même, je dirais, sur les dépotoirs, parce que les gens s'en débarrassent, ils ne savent plus quoi en faire. Et on arrive pour peu de frais à se monter un ordinateur. Voilà. Alors les inconvénients qu'il peut y avoir, c'est vrai que ben, il ne fonctionne pas sous Windows, comme les gens qui aiment bien tout ce qui est iPhone et restant. Bon. Un Windows 10 dessus qui fonctionne, mais ce n'est pas le Windows que l'on connaît